Ou est-ce que tu n'as eu que des échanges avec le traducteur, Frank Reicher? No, and from what he's just said, I am totally amazed because in America, generally the artist doesn't read the book, and most times is not allowed to read the book because the art director has a certain idea of what he wants, and he writes 2 paragraphs to the artist and tells him what to paint, and that's it. Very, very seldom in the almost 50 books that I've had published has the artist ever had an opportunity to look at the book beforehand. So this is so much work that he's done here just completely blows me away. Non, et à propos de ce qui vient d'être dit, je suis absolument stupéfait de la quantité de travail investi par Didier Graffet, parce qu'aux États-Unis, en général, non seulement les artistes ne lisent pas les romans qu'ils illustrent, mais en général, ils n'ont même pas le droit de le faire. C'est-à-dire que c'est le directeur artistique qui lui dit à l'artiste ce qu'il veut voir sur la couverture. Il lui rédige une description en 2 paragraphes de ce qu'il faut peindre et ça s'arrête là. J'ai environ 50 livres publiés aux États-Unis et très très rarement en fait les artistes ont eu le droit de jeter un œil au livre. Et la quantité de travail investi par Didier Graffet, véritablement, ça me stupéfie et ça m'honore. Glenn, est-ce que vous regrettez cette absence de communication entre l'auteur et l'artiste? Aux États-Unis ou en France d'ailleurs? Of course, I would really love it if I could communicate with the artist. But the reason that they don't let you do that is because you'll put an ugly cover on there. You'll put what you want on it instead of what will sell the book. Bien sûr, j'aimerais beaucoup qu'il y ait davantage de communication avec les artistes, mais la raison pour laquelle on vous interdit de le faire, c'est que les éditeurs craignent que vous terminiez à mettre sur la couverture ce que vous avez envie de voir et pas ce qui aidera à faire le vendre le livre. Quelles sont vos sensibilités en termes d'art graphique? Est-ce qu'il y a des artistes, des périodes dans l'histoire qui vous touchent davantage? No. I see when I see something I like it. Otherwise, if I see something I don't like it. I have no real appreciation. Non, pas vraiment. Quand je vois les choses que j'aime bien, je les aime bien. Et quand je vois des choses que je n'aime pas, je les aime pas. J'ai pas véritablement d'appréciation qui dépasse ça. Alors, une question qu'on peut se poser est est-ce que finalement cette osmose qui s'est créée entre Glenn Cook et Didier Graffet ne vient pas de leurs sources d'inspiration réciproques, qui peuvent être communes? Qu'est-ce qui vous inspire l'un comme l'autre? C'est vrai que moi, un exemple tout bête, La Compagnie Noire, j'ai lu donc le premier, La Compagnie Noire, je tombe sur le passage avec Vol Esprit, habillé d'un Morillon, et je me dis, tiens, c'est une bonne idée, donc si elle a un Morillon, c'est que certainement d'autres personnages, un Morillon de type espagnol, conquistador, certainement que finalement c'est peut-être un casque répandu dans les armées, et je m'amuse à mettre ça relativement de manière libre, sachant qu'en fait quand on regarde de près, il n'y a que Vol Esprit qui a un Morillon sur la tête. Donc j'ai déjà accentué finalement, c'est ma propre vision de La Compagnie Noire, mais ce n'est pas forcément celle de Glenn Cook. Et par la suite, par contre, dans la lecture, on arrive dans les territoires du Sud, et là, effectivement, on a une espèce on a des personnages qui se trouvent dans un environnement végétal, avec des mystères, des temples dans la jungle, et finalement, voilà, on revient à cette image de conquistador, alors qu'à la base... donc ça, c'est ma propre interprétation, je dirais, européenne. Et je sais pas si elle est juste, après tout. Well, I was thinking of European mercenaries of the
12th and 13th centuries. The equipment and whatnot didn't change much over the next couple hundred years, so the illustrations are just remarkably. I can't say enough about the man's capture of what I tried to put in the book, that's all. C'est vrai que je pensais effectivement aux mercenaires européens du XIIe et XIIIe siècle, dont l'ambiance et l'équipement n'a finalement pas tellement changé durant environ 200 ans. Concernant les illustrations, je ne saurais dire assez ce que ça représente pour moi de voir l'univers du livre prendre vie de cette façon. Vous êtes l'un comme l'autre, je pense, féru d'histoire européenne, ou en tout cas des études de civilisation qui peuvent, enfin, européennes ou autres, orientales, indiennes et autres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces passions? I'm just a addict of history. I love it. I read it virtually every day. I have a personal rule to read 50 pages of something every day, and most of the time it is some history of some part of the world, and I'm always feeling embarrassed because I don't know enough more about the history of the world. Je suis un véritable drogué d'histoire, j'adore ça vraiment, et je me suis fixé une règle, je dois lire 50 pages tous les jours de quelque chose. Et en général, il s'agit simplement d'histoire, donc j'en lis tous les jours, et d'ailleurs, plus j'en lis et plus je suis gêné de découvrir à quel point je sais si peu de choses sur l'histoire de notre monde. Moi, je suis moins féru d'histoire, mais ce qui m'intéressait dans cette série, c'était de retrouver quand même des références plutôt de civilisation. Ce que j'ai préféré dans la série, c'était les territoires du Sud, parce que c'est quelque chose qui est relativement exotique pour nous, certainement. Et pour moi, c'est clairement un territoire plutôt de l'Inde, avec des déesses, évidemment, Shiva et ainsi de suite. Mais voilà, c'est mon interprétation. Et puis j'aime bien travailler sur une base, peut-être à la base, enfin, au début, quelque chose d'un petit peu concret, comme je le fais sur Jules Verne, c'est-à-dire partir de quelque chose qui ont existé. À la maison, j'ai un livre sur l'Inde, par exemple, qui est un livre du début du siècle, avec des photos en noir et blanc impressionnantes. Et à partir de là, ça me fait recréer un univers qui part pas de rien. J'aime pas le fait de partir de rien. Je trouve que c'est bien de pouvoir regarder ce qui a été fait et puis à partir de là on le réinterprète et ça donne peut-être une sorte de crédibilité aux images et quelque chose qui est peut-être un peu plus concret. Bon, après il y a toutes les histoires de tumulus, de choses, enfin c'est vrai que c'est vraiment ouais, c'est propre à mon travail, ça. Je pense que j'ai besoin de... C'est pas pour me rassurer, c'est juste pour me dire, tiens, j'ai eu des choses avant, moi je fais que continuer ça, d'une certaine manière. Et finalement, c'est très égocentrique, je pense, de dessiner quelque chose comme ça, en disant c'est moi qui l'ai fait, je suis parti de rien, c'est moi. Ça, je crois pas à ça. Et plus j'avance dans mon travail, et plus j'ai besoin de documentation aussi, parce que ça me nourrit, et je pense que ça donne une sorte de crédibilité à l'image, au moins il y a le background de l'image est quelque chose d'important, je pense. And he picked the right thing to do. It is very much a medieval Hindu-Indian sort of civilization, so that is what I hope to bring through, or get that odor. Oui, c'est effectivement les domaines qui, je pense qu'il fallait explorer. J'essayais de m'inspirer un peu du Moyen-Âge, mais aussi de l'Inde des civilisations hindoues. C'est ce que j'espérais réussir à faire transparaître, ce parfum. C'est vrai que dans cette série, l'ambiance et l'odeur est quelque chose de très important. L'odeur au début de la boue et du sang, enfin l'humidité, quelque chose qui est... Je comparais ça un petit peu à 14-18. Des gars qui sont dans les tranchées, dans les gadous, et puis sous la flotte, souvent il pleut, ils sont sales.
Alors on imagine aussi les sons que ça peut produire quand on dessine. C'est vrai que quand je dessine, j'ai l'impression de regarder un film, c'est-à-dire que j'entends des sons, le bruit de la pluie sur le métal qui fait des petits cliquetis comme ça, les gars qui pataugent dans la boue, qui glissent, enfin. Et puis, donc c'est quelque chose de très important en plus dans cette série, je trouve, c'est l'odeur de la crasse aussi. Et puis, c'est ce que je retrouvais, ce qu'on trouve peu, notamment dans les livres. Souvent, on a des faits, il se passe ça et ça et ça, mais on n'a pas ce ressenti de l'odeur qui est quelque chose d'assez finalement naturel, c'est un des premiers sens. Et c'est bien de pouvoir le ressentir parce que ça nous met tout de suite dans l'image, quoi. J'avais ressenti ça quand j'étais plus jeune avec Blueberry pour le western. Je trouvais que je retrouvais pas ça avec Blanc Dumont, par exemple, qui faisait aussi du western. C'était trop propre, alors que Blueberry, ça sent la crasse, la sueur, la poussière. Et dans cette série, c'est très présent parce que les gars, ils sont souvent dehors. Ils ont des vêtements qui évoluent avec eux. Ils ont même pris des vêtements qui appartenaient à d'autres avant. Il y a tout cet aspect comme ça très physique, quoi, qui est là. Et puis à côté, le côté plus fantastique avec les odeurs effectivement d'encens, la poudre. Voilà. Ça fait partie de cet univers-là. Et quand on le lit, moi, ça m'avait assez touché. Donc c'est sans doute cette exploration d'une part de l'histoire et d'autre part des civilisations qui a peut-être, on peut espérer que ce soit une des clés possibles de cette réussite entre le texte et la graphie. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir vu la série télé pour le comprendre, qui nous sera proposé en clôture du festival. Évidemment aussi, j'en profite pour... Je voulais aussi dire un truc pour un peu... C'est que là, du coup, je ne le connaissais pas, donc maintenant je le connais un petit peu mieux. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire par l'écrit, un peu comme les artistes qui s'expriment très peu finalement. Ils montrent beaucoup de choses par leur œuvre, mais ils parlent peu d'eux-mêmes. Et je pense que Glenn Cook est de ces personnes-là, qui développent son univers, qui finalement s'est identifié à Toubib, c'est mon point de vue, hein. Je pense que c'est lui qui a marqué tout ça, qui développe son univers, qui le décrit et qui laisse les autres l'apprécier. Et développer un univers, c'est pas juste écrire comme ça, mais quand on écrit, comme quand on peint ou quand on dessine, on a quelque chose à dire qui est peut-être beaucoup plus personnel. Donc c'est une manière aussi d'exister. Voilà, je pense que c'est ce genre de personnage qui parle peu, mais qui a beaucoup de choses à dire par l'écrit. Thank you. I think it's true. I have a difficult time talking in front of two people, let alone 100 or 150, however many of them are of you there. Didier got pretty much what I was trying to do when I wrote the Black Company books. I was trying to write about basically real soldiers in real time, real life sorts of situations who are working for not very pleasant people and have to do so to make a living. Merci. Je pense que c'est assez vrai ce que Didier vient de dire. J'ai déjà du mal à parler devant deux personnes. Alors une salle remplie de 100, 150, c'est pire. Je pense que Didier a vraiment assez tout à fait saisi ce que j'essaie de faire avec les livres. J'ai essayé de parler de soldats authentiques, véritables, et de parler de leur vie, de leur trajectoire, de leur quotidien, dans une situation où ils sont forcés donc de se battre pour des gens qui ne sont pas forcément très fréquentables, mais d'essayer de gagner leur vie de cette façon.
I have been doing something right in the books, I believe, because at least in English, my most popular fan base is veteran soldiers who are serving in Iraq and in Afghanistan. Apparently, just about every unit over there has a set of Black Company books, and they squabble over who gets to read them. Et je crois que j'ai dû peut-être réussir 2 ou 3 choses dans cette série, puisqu'en fait, dans le monde anglophone, mes plus gros lecteurs et mes lecteurs principaux sont en fait principalement des soldats vétérans ou des soldats qui servent en Irak et en Afghanistan. Apparemment, quasiment toutes les escouades ont là-bas une collection de la Compagnie Noire. My fame, such as it is, has been a slight handicap for my son, who is an Army officer. He tries to hide the fact that he's the son of me, because as soon as people start finding out in his units that he is my son, they start wanting all kinds of special favors and him to send me things to autograph and so forth. Et ma notoriété pour ce qu'elle est et ce qu'elle vaut, parfois échappe un peu au contrôle, et notamment ça constitue un handicap pour mon fils qui est officier dans l'armée et qui essaie un petit peu justement de cacher le fait que je suis son père, parce que quand les gens de son unité s'en rendent compte, ils n'arrêtent pas de l'embêter en lui demandant toutes sortes de faveurs, des signatures, etc. En dehors de votre fils qui est dans l'armée, votre famille a également un passé dans l'armée, me semble-t-il. Tout ça, est-ce que tout ça alimente Yeah, I served 8 years in the U.S. Navy. My father served about 16 years in the U.S. Navy. Father before that served during World War I in the U.S. Navy. Going back on my mother's side, throughout the 19th century, men in the family were in the U.S. Army. We still have a cavalry saddle and carbine and whatnot from the time of the Indian Wars in the family. Oui, j'ai servi 8 ans dans la marine américaine. Mon père a lui-même servi 16 ans toujours dans la marine américaine. Son père, avant lui, a servi dans la marine américaine pendant la Première Guerre mondiale. Du côté de ma mère, ça remonte. Il y a eu toujours des membres de la famille dans l'armée remontant jusqu'au 19e siècle. Et nous avons toujours, par exemple, à la maison, une selle de cavalerie remontant aux guerres indiennes. Et est-ce que vous êtes le seul qui se soit intéressé ou voire passionné pour l'histoire, ou est-ce que c'est également quelque chose que vous avez hérité de... I can't recall any member of my family being particularly interested in history, no. Je me rappelle pas vraiment d'autres membres de ma famille s'intéressant particulièrement à l'histoire, non. D'accord. I had an uncle who married into the family who was very interested in the family history. He traced it back to the time of the Wars of the Roses in England, when the records disappeared because of a fire in a church. But he was the only member and he was just interested in the family itself. J'ai un oncle qui s'est marié, est une pièce rapportée dans la famille, qui lui s'intéressait beaucoup à l'histoire, mais de la famille plus particulièrement, qui remontait à retracer l'histoire jusqu'à la guerre des Roses en Angleterre, mais à partir de là, les documents ont été perdus à cause des incendies dans les églises. C'était le seul membre qui s'y intéressait plus ou moins, et encore il s'intéressait qu'à l'histoire familiale. Moi j'ai une petite question. Pourquoi est-ce que les corbeaux sont si importants dans la série? If I ever live long enough to keep writing, you'll find out. Si je vis assez longtemps pour continuer à écrire, vous finirez par voir pourquoi. As in Scandinavian mythology, they are the eyes and the messengers of the gods. Il y a une référence à la mythologie scandinave où ce sont les yeux et les messagers des dieux. Parce
que je pensais, mais je voulais un petit peu... voilà, les deux corbeaux d'Odin. But only the white one. White, blanc. But that's a lie. Only the white ones, but yes, that's a lie to the audience. Seuls les blancs, mais c'est un mensonge de dire ça. Au début, évidemment, et puis en même temps, c'est très cohérent parce que ça fait partie quand même de l'univers noir, de la compagnie noire, qu'on va retrouver des corbeaux qui tournent autour des champs de bataille une fois que la bataille est terminée. Donc voilà, il y a ce mélange permanent entre une réalité bien crue et terrible, enfin, et puis quelque chose de beaucoup plus symbolique et ancré dans la mythologie finalement. C'est ça c'est une espèce de dualité dans la compagnie noire en permanence. Moi, c'est ce que j'ai ressenti à la lecture. On a quelque chose de très, très proche de nous, avec ce qu'on connaît par la stratégie des batailles, des trucs très précis que Glenn Cook connaît. On sent que derrière, il y a un passé un peu de tacticien. Et puis cette poésie qui va sortir de tout ça. Des personnages aussi qui parfois sortent de leur corps, donc l'envie aussi de s'échapper de ce monde cruel. Et puis quelque chose de beaucoup plus, d'ailleurs, la fin, enfin bon, je vais pas vous révéler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais la fin de la Compagnie Noire, c'est quelque chose qui devient vaporeux, comme un espèce de rêve qui se termine. Enfin, c'était mon ressenti. Et avec toujours ces oiseaux qui volent. Donc ça m'aidait graphiquement parce que je pouvais aussi jouer sur des images très réaliste, on va dire. Bon, évidemment, c'est du noir et blanc, donc il n'y a pas de sang, et puis bon, c'est pas forcément la peine d'en montrer. Mais à côté, partir vers quelque chose de beaucoup plus poétique et symbolique. Pour les plans de bataille, justement, est-ce que tu t'es fait des croquis, des schémas pour essayer d'envisager la manière dont la situation se déroulait ? Alors de toute façon, ça a été écrit, ça, parce que quand il y a une bataille, une bataille de Dejagor, il y a tout ce qui se passe autour de la ville, par exemple, et puis il y a des personnages qui sont pas dans la bataille, mais qui sont en train de faire autre chose. Enfin, c'est vraiment très complexe, finalement. Donc, en général, en plus, quand on lit, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on commence à lire, et puis on se rend vite compte que là, je dirais que c'est le cœur du livre. Et ça va se dérouler sur peut-être 100 pages. On va avoir quelque chose de très important. C'est comme si vous écriviez de manière linéaire, et là, à ce moment-là, il y a une espèce de masse d'informations qui vient se greffer à un seul endroit. Et là, il faut essayer d'ouvrir tout ça. C'est comme une pelote de laine, il faut essayer de démêler le fil. Et alors là, je commençais à marquer les choses de manière calme. Et puis au bout d'un moment, j'ai des ratures partout, parce que j'essaye de relier les choses entre elles avec des flèches. Donc je pense que c'est très clair dans la tête de Glenn Cook, mais pour quelqu'un qui va rentrer dans cet univers-là, il faut qu'il arrive à gérer les différences de lieu, les différences de temps parfois. Et c'est pas si facile quand on veut vraiment comprendre de manière claire. Et surtout ne pas perdre le fil, parce qu'une fois qu'on l'a un petit peu perdu, je trouve que c'est difficile de raccorder l'histoire. Oui, surtout pour toi qui aime bien maîtriser tout. J'aime bien maîtriser en tout cas ma lecture, parce que si j'ai une illustration à faire derrière, il faut quand même que j'ai les éléments qui vont m'aider. Et comment tu choisis, là derrière nous défilent les images des différents omnibus, comment est-ce que tu choisis une scène en particulier Alors pour les omnibus, au début c'est une idée assez simple, c'est que de toute façon j'ai un nombre de pages. J'ai 10 images à produire pour 3 livres. Alors je prends les 3 livres, je prends le nombre de pages des 3 livres, je divise ça par le nombre, par 10 ou 12, je sais plus. Et puis ça me donne à peu près les endroits où je coupe, où je choisis l'image, où je coupe le texte. Après, avec une tolérance de plus ou moins 10 pages, on va dire, parce que l'idée était d'essayer de montrer le maximum de personnages sur l'ensemble de la série, avec seulement 30 illustrations, en montrant aussi bien les personnages que les ambiances, que voilà, essayer d'avoir une espèce des illustrations de manière globale, mais qui montrent le plus possible de choses.
Voilà, c'est purement technique à la base, mais par contre, c'est un choix quand même délibéré de ma part, à un moment, d'aller plus en avant ou plus en arrière, parce qu'il y a une scène importante qui arrive. Mais voilà, il y a donc ce cadencement. J'avais pas pu faire ça sur les couvertures, en fait, parce que je voulais faire ça sur les couvertures, je voulais montrer tous les personnages au fur et à mesure des couvertures, et puis les histoires étant différentes. Enfin, dès le deuxième livre, on a le Château Noir qui est un petit peu à côté de la Compagnie Noire, donc du coup ça avait un petit peu cassé mon plan de bataille, et du coup je me suis rattrapé sur l'omnibus où là j'ai pu gérer ça, sachant plus ce qui m'attendait, quoi. Et donc les couvertures, tu les imagines sur quelle base? Tu lis le livre, et ensuite tu vas essayer d'en retirer l'esprit, d'en conserver une scène augmentée de références autres, de clin d'œil. Ça dépend des éditeurs, et des éditeurs, il n'y a pas forcément de lecture, ça va être, en plus, il y a peut-être des fois une urgence, il faut une couverture de manière assez rapide, donc là, bon, on n'a pas forcément le temps matériel de lire le livre. Après, dans un livre, il y a beaucoup de choses, il peut y avoir un passage précis du livre qui est vraiment révélateur de tout le livre, c'est assez rare, mais ça arrive, un passage important du livre qui en montre suffisamment sans tout dévoiler, et pour juste donner l'envie de lire ce livre, au moins attirer le lecteur, hein, c'est comme un peu de la confiture, quoi, par rapport aux bouches, entre guillemets. Et donc on peut aborder la couverture de cette manière, en choisissant vraiment un passage qui paraît révélateur de tout le livre, être beaucoup plus symbolique parfois. Si j'ai pas trouvé de passage qui me conviennent graphiquement, je peux très bien trouver des éléments qui soient des éléments d'interrogation aussi, qui peuvent aussi poser quelques questions. Et puis surtout, ce qui est important à mon avis, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance, il n'y a pas besoin forcément d'en montrer trop pour que ce soit attirant. C'est pas une course au détail, c'est purement un ressenti. Et ça, le côté technique n'a rien à voir là-dedans. Ça, la technique, elle est là juste pour amener, pour montrer ça, quoi, mais pour arriver à le réaliser, on va dire. Mais c'est d'abord le ressenti. Ça peut être aussi un ressenti par des couleurs. La Compagnie Noire, pour moi, au début, c'était du noir et du rouge. Il n'y avait pas plus de couleurs que ça. Et par exemple, la couverture des Soldats de Pierre, du deuxième volume des Soldats de Pierre, qui clôt le cycle de la compagnie, comment est-ce que tu l'as... En fait, c'est un espèce de... Je ne sais pas si on la voit. Non, on la voit. Bon, c'est Toubib qui est plus âgé, évidemment, c'est la fin de la série. On a des personnages qui sont... Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est mon ressenti par rapport à la lecture, cette espèce de côté vaporeux qui s'installe, et à la fin, les personnages se dissolvent dans l'histoire, c'est-à-dire que Toubib est là pour terminer la série. Derrière lui, il y a une multitude de personnages qui ont vécu, qu'il a connus, et même au-delà, des générations avant, c'est la Compagnie Noire. Et on voit sur la 4e tous ces personnages qui se mélangent, mais qui sont pas forcément... Ils sont un peu comme aussi bien des pièces d'échecs. Ça, c'est purement inconscient, mais ça se crée quand on fait l'image, comme des pièces d'échecs, c'est-à-dire qu'ils ont été placés comme ça dans l'histoire, et comme des pierres un peu. D'ailleurs, ça s'appelle Soldats de Pierre, mais ça, pour moi, c'est aussi bien des personnages sur mon image que des espèces de petits mausolées de personnages qui ont existé. Donc le titre est cohérent. Alors j'aime bien en général que le titre soit cohérent avec l'image. Quand on a un titre qui... Bon, et puis une image qui n'a rien à voir, des fois c'est un peu déstabilisant. Soldat de Pierre, je trouve que c'était logique, et ça veut dire plein de choses, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Glenn Cook ou Didier Graffet? Le micro va arriver. Bonjour. Bonjour. Déjà, je voulais remercier Glenn Cook et Didier Graffet d'être présents, et surtout Glenn Cook de nous avoir offert la Compagnie Noire. Je voulais savoir, vous parlez des illustrations aux États-Unis, et comment dire ça?
si ça vous ferait plaisir ou que vous serez emballé, admettons que Didier Graffet réalise d'autres illustrations pour vous sur d'autres œuvres. Pour les États-Unis, par exemple. Aux États-Unis ou en France? Pour les deux même. Pour les deux. I would love to have him forever on my French editions. I've already tried to talk my American publishers into using his stuff, and they do not think it's commercial for the American audience. J'adorerais qu'il fasse pour l'éternité toutes mes couvertures françaises. J'ai même essayé de parler aux éditeurs américains pour qu'ils utilisent ces illustrations. Malheureusement, ils pensent que ce n'est pas assez commercial pour le public américain. Alors moi, je suis allé aux États-Unis il y a une semaine à une conférence près de Washington. Enfin, c'était une convention d'illustrateurs. J'ai eu cette chance-là. J'ai emmené quelques petits bouquins de la Compagnie Noire, enfin le petit booklet qui avait été édité à la maison d'ailleurs, et ils sont tous partis très très vite. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre d'objet non plus. Donc voilà. Une autre question juste devant. Bonsoir à vous. J'avais une question un petit peu précise et j'espère que la réponse en sera assez profonde. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de la création du personnage de Vol-Esprit? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez réellement voulu faire avec ce personnage? La version anglaise du nom du personnage? Non, vous la connaissez pas. My characters tend to just show up when they're needed, and they're usually fairly fully realized when they step out of my subconscious. I did not know that Soul Catcher was a woman for about a third of the book before I realized that she was a she, but otherwise the character just stepped into an existence. And generally, all of my characters in all of my work do that. They arrive. They leap from the head of Zeus fully grown. Quand mes personnages se présentent à moi, en fait, ils sont déjà réalisés en grande partie. C'est quand ils sortent de mon inconscient. Je ne savais pas que Vol-Esprit était une femme jusqu'à environ... il m'a fallu à peu près un tiers du livre pour m'en rendre compte. Mais en dehors de ça, je savais quand même beaucoup de choses, à part ce point précis que c'était une femme. Quand mes personnages prennent vie et prennent leur existence, en général, ils arrivent formés quasiment entièrement au début. As the story goes along, I will discover more about a character's background, backstory, and why they are the way they are. But again, as I said, they leap fully grown. À mesure que l'histoire avance, je vais en découvrir davantage sur d'où ils viennent, sur leur histoire, sur les raisons qui font d'eux ce qu'ils sont. Mais en dehors de ça, ils sont quand même dans l'ensemble assez formés dès le début. Une autre question dans le public? Oui. Bonjour. Je voudrais juste revenir une seconde, puis après une deuxième question à propos de Vol-Esprit, Soul Catcher. Il y a une rumeur sur Internet comme quoi le livre aurait pu être édité en film. Si jamais, par bonheur, un film aurait pu être fait sur cette histoire, est-ce que Vol-Esprit pourrait être illustré par une autre femme aussi belle que Monica Bellucci? I'm sorry.
Apologize. A relocation after. Désolé, il ne connaît pas. Dans la compagnie noire, on parle bien de compagnie, on parle souvent de frères entre les personnages. Cette relation entre les personnages très forte, très fraternelle, voire même fusionnelle, est-ce qu'elle vous est venue de votre expérience dans la Navy? Actually, the last 2 years that I was in the Navy, I was assigned to a Marine Corps Force Recon unit as a forward fire control observer. That is the man that calls in the shells from the ship offshore to chase the baddies off of you when you're in deep day. So the closeness of that company, or of the company, is basically the closeness that the 14 men in the fire team or squad had. En fait, les 2 dernières années où j'ai servi dans la Navy, je faisais partie d'un corps de marine et notamment nous étions un corps, disons, éclaireur ou expéditionnaire. Nous allions faire des incursions en terrain ennemi pour aller poursuivre l'ennemi. Et je dirais que cette fraternité de la compagnie, en fait, de façon très simple, c'est la fraternité qu'on a dans une escouade. Thanks a lot. D'autres questions à l'illustrateur ou à l'auteur? Ou aux deux? Bonjour, moi c'est plus une question à l'illustrateur qui est graphé et ça serait pour savoir le processus de création des images qu'on voit et l'échange qu'il y a eu avec l'auteur par rapport à la validation des couvertures et des images illustrées. Il n'y a pas eu d'échange entre Glenn Cook et moi pendant la réalisation, avec effectivement l'éditeur. Bon, c'est lui qui me commande le travail et effectivement c'est lui qui... Mais bon, sur les omnibus, il m'a laissé totalement libre sachant que j'avais déjà digéré une première fois toute la compagnie noire. Effectivement, là, j'étais... Après, le processus de création, c'est quelque chose de magique en fait. Il n'y a pas grand chose à dire. En lisant, il y a des images qui me viennent comme ça à l'esprit. J'ai une vague idée de ce que je vais faire. Après, je peux essayer de trouver de la doc pour essayer d'alimenter ça. Il y a des images qui sont beaucoup plus, je dirais, libres que d'autres dans les omnibus. On en a vu tout à l'heure. On voit, je crois que c'est Murgen, qui est en face de la déesse noire là, dans une espèce de rêve, enfin plutôt un cauchemar. C'est Murgen ou Toubib, je sais plus. Et qui finalement, alors ça c'est une image libre. Certainement que je mets dedans des choses qui sont plus personnelles que je ne le crois, des frayeurs d'enfance, des choses comme ça, je pense. Je pense de même que Glenn Cook doit aussi mettre dedans des peurs qu'il a gardées en lui, et c'est une manière de les extraire et de les... Voilà, je dirais pas que c'est une thérapie, mais c'est un moyen de faire sortir des choses pour être un peu mieux aussi. Le dessin, c'est un peu pareil, sans aller dans la psychanalyse, je veux dire, c'est quand même ludique. Après, voilà, une image comme ça, c'est une image finalement qui est structurée, une image de bataille, c'est une image qui est structurée à la base, et qui finalement, à la fin, est un espèce d'énorme fouillis, sauf qu'au début, on a une structure simple, c'est-à-dire qu'il y a le château au fond, il y a une... je sais pas, il y a une arme au premier plan, il y a des personnages qui passent une palissade, voilà, ça va être 3 plans simples, et puis petit à petit je vais rajouter plein de choses pour faire qu'à la fin ce soit une espèce de fouillis organisé. Après il y a une histoire d'équilibre de l'image, je vais mettre un élément principal ici, et puis en fonction de cet élément qui prend plus ou moins de la place, je vais rééquilibrer avec autre chose en face. On peut jouer sur l'équilibre ou le déséquilibre aussi d'une image. Si je veux montrer un personnage qui soit un petit peu fou, à la limite dément, je vais changer la ligne d'horizon, je ne vais pas la faire droite, je vais la faire de travers. Mes lignes vont être peut-être plus lâchées. À un moment, on voit vol esprit, on voit des animaux derrière qui se transforment, c'est beaucoup plus graphique.
Et ça allait dans le sens de l'histoire, de dessiner un petit peu différemment, juste pour montrer qu'il y avait quelque chose d'un peu décalé. Là, on a une image par exemple, qui est assez symbolique aussi, avec des personnages qui apparaissent derrière. C'est juste, l'idée c'est de donner vraiment une impression qui est propre au texte, de ne pas trop savoir si on est dans la réalité ou dans un rêve. Après, le processus de création, il est, je pense, à peu près le même pour tous les artistes ou les créateurs. J'avais entendu un jour un type qui faisait de la composition de musique, et ce qu'il disait, j'aurais pu le dire pour la peinture, c'était la même chose. Il y a une image mentale qui se crée, qui est relativement définie, mais bon, qui va évoluer, on le sait. On la met sur papier, et petit à petit, la technique reprend le dessus, c'est-à-dire qu'on arrive à montrer ce qu'on a dans la tête par la technique. Ça monte progressivement, il y a un passage il y a un moment où l'image est là, il n'y a pas besoin forcément d'aller plus loin. Bon, il faut aller plus loin pour que l'image soit terminée, mais elle existe déjà. Et puis, donc c'est ce moment que je préfère, c'est quand l'image émerge. Et par la suite, on continue avec des détails, mais les détails sont là juste pour fignoler, je dirais, l'image. J'ai vu qu'il y a une autre question par là-bas. Bonjour à tous deux. Ça serait une question plutôt pour Glenn Cook, même si ça parle de l'illustration. C'est-à-dire que j'ai, sur un échantillon de couves américaines que j'ai pu voir, notamment une de la Compagnie Noire, m'ont pas vraiment enthousiasmé. Et est-ce que vous êtes, comment vous réagissez par rapport aux couvertures américaines et est-ce que vous en êtes satisfait, ou est-ce que vous trouvez que moi je trouve qu'elles sont un peu pauvres, mais est-ce que vous trouvez que ça correspond à ce que vous voulez, par exemple, faire passer? The first 6 covers were produced by a friend of mine who was actually a drummer in a rock band, and he did pretty crude work, but he had done the cover that is on the first book, and a book buyer from one of the major chains told my publisher that they would buy at least 50,000 copies of anything with that on it, because it had a Darth Vader look at a time when Darth Vader was very well known. And so that's how he got the gig for the first 6 covers. The others are different. En fait, les 6 premières couvertures ont été faites par un ami qui en fait est batteur dans un groupe de rock. Et en fait, il avait fait un travail et ça avait été remarqué par quelqu'un. Et on l'a dit à l'éditeur qu'ils achètent il y aurait 30 000 exemplaires qui se vendraient avec ce nom-là sur la couverture. Cet illustrateur avait l'habitude de travailler sur Dark Vador à l'époque où il était très, très populaire. En fait, c'est comme ça que le deal s'est fait pour les 6 premières couvertures, parce qu'il y avait cette espèce de soutien. The last 4 covers were done by a professional artist who did them the way I explained earlier, just from a quick 2-paragraph outline given him by the art director, and basically used images from movie magazines of various actors and actresses to create the characters. Et les 4 dernières ont été faites par un illustrateur professionnel sur un résumé d'environ 2 paragraphes, comme je le disais tout à l'heure. En fait, cet artiste a créé les couvertures à partir d'images d'acteurs et d'actrices qu'il avait trouvées dans des magazines de cinéma. The cover on Water Sleeps is the worst paperback cover, I think, or book cover ever made. La couverture de L'Eau d'Or en particulier, donc Water Sleeps en anglais, est, je pense, une des pires couvertures de livres de poche qui existent. Une dernière question. Bonsoir.
J'avais une question par rapport à l'architecture des villes, notamment Genépi, on voit des maisons sur les illustrations qui sont à colombage, qui font penser à certaines villes de France. Je voulais savoir de quoi Glenn s'était inspiré pour justement ces villes-là, surtout les villes du Nord, et pour Didier, s'il y avait une ville en particulier qui l'avait inspiré pour ça. Moi, je suis normand. Donc en Normandie, on a une maison à colombage. Alors est-ce que c'est un hasard ou pas? Je sais pas, d'ailleurs, je me souviens plus si l'architecture est décrite comme ça dans le texte. Bon, c'est assez récurrent dans les images aussi de tout ce qui est médiéval, d'avoir des colombages sur les maisons. Bon, tout autour de Paris, là, vous avez à Provins, il y a des maisons à colombage. En Normandie, nous, du côté de Deauville, Caen, tout ça, on a des maisons à colombage. Bon, qui ont été un peu bombardées par les Américains aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et par les Alliés. Donc il nous en reste quelques-unes, mais dans la campagne, beaucoup de fermes sont des maisons en colombage avec un peu de toit de chaume. Enfin, I don't believe I described much architecture in very many places except where it was very germane to the story, of like the one castle in the south that they besieged for so long. Basically, I think I just had my people there, and I didn't describe in any significant detail where. Je crois pas avoir grandement décrit l'architecture à part dans les livres, sauf si c'était véritablement très utile pour l'histoire, et un peu effectivement dans le sud puisque l'environnement change, mais je crois que de façon un peu fondamentale, j'ai simplement mes personnages qui sont là, et puis je laisse les détails s'arranger de même. En fait, il y a beaucoup d'architecture finalement de maisons avec du bois, donc bon après voilà, peut-être que moi je l'ai digéré comme ça, et puis je l'ai ressorti de cette manière-là. Ça peut être aussi des cabanes avec des rondins. C'était peut-être plus ça que comme une architecture médiévale primitive, on va dire, qui était décrite. I think I took a minimalist approach to architecture, assuming that because I was writing fantasy, my audience would have a preconceived notion of what a medieval environment would be. J'y crois que j'ai une approche plutôt minimaliste vis-à-vis de l'architecture parce que je savais que j'écrivais un livre de fantasy qui s'adresserait à un public qui aurait probablement déjà quelques notions préconçues sur ce que une architecture médiévale, ce à quoi elle devait ressembler. Très bien, eh bien nous allons clore ici cette rencontre. Merci beaucoup Glenn Cook, merci beaucoup Didier Graffet, et en espérant que vous nous fassiez encore beaucoup rêver avec vos textes et vos illustrations. Merci.